Ok, voilà. Donc, je vais vous parler des hémolyses post-transfusionnelles retardées, donc au cours de la drépanocytose. Alors ça, c'est juste un petit rappel. Quand a-t-on des hémolyses post-transfusionnelles? Eh bien, d'une part, on a des hémolyses immédiates, c'est quand les anticorps sont préexistants, donc c'est le cas des accidents ABO. Et donc là, en général, ce sont des hémolyses de type intravasculaire avec des signes clinico-biologiques majeurs. Et puis, autrement, eh bien, les autres hémolyses, elles sont dues à des allo-anticorps. Donc, il faut une première exposition à un antigène de groupe sanguin. Et vous voyez, il y a 46 groupes sanguins avec 366 antigènes différents qui peuvent être impliqués. Mais bon, il y a quand même 5-6 groupes majeurs qui sont impliqués parce que les antigènes sont les plus immunogènes dans ces groupes. Donc, une première exposition via la transfusion ou la grossesse. Ensuite, les anticorps apparaissent au-delà de 1 mois à peu près. Dans le meilleur des cas, je dirais, s'ils persistent, eh bien, c'est tant mieux parce que si on doit retransfuser les patients, on fait une RAI et on voit qu'il y a des anticorps et on va en tenir compte et donc on évite un accident dans ces cas-là. Mais la plupart du temps, les anticorps d'allo-immunisation, ils sont évanescents. Donc, à l'occasion d'une nouvelle transfusion, eh bien, on peut exposer à nouveau de manière involontaire un patient à un antigène. Il y a une restimulation rapide. Les anticorps réapparaissent au bout de 4-5 jours et donc sensibilisent les globules rouges transfusés toujours en circulation, mais de manière retardée. Et on a donc un accident retardé. Classiquement, donc, c'est une hémolyse intratissulaire avec des signes clinico-biologiques modérés. Alors, chez les patients atteints de drépanocytose, eh bien, en fait, on va un peu rebattre les cartes concernant cette hémolyse retardée. On décrit depuis, vous voyez, les années 97, c'est la première vraiment description importante, le syndrome d'hyperhémolyse chez ces patients. Donc, ce sont des patients qui sont transfusés en règle générale en urgence dans une situation aiguë et ils reviennent 6 à 7 jours plus tard avec des symptômes vaso-occlusifs, souvent ceux pour lesquels d'ailleurs on les a transfusés. Ils présentent une réticulopénie et en fait on parle d'hyperhémolyse parce que l'hémoglobine post-transfusionnelle, elle est inférieure à l'hémoglobine pré-transfusionnelle. Donc on a une destruction des globules rouges transfusés, mais aussi une destruction des propres globules rouges du patient et l'anémie, elle est augmentée encore plus bien sûr du fait qu'il y a une réticulopénie. Alors, une nouvelle transfusion peut exacerber l'hémolyse. Et quand on fait le bilan immunohématologique et qu'on recherche quelle est la cause, certes, on retrouve des allo-anticorps d'allo-immunisation, mais chez ces patients, on retrouve aussi des tas d'anticorps qui, chez un patient lambda, ne sont pas censés être dangereux, voire même des situations sans anticorps détectables. Alors, la situation peut s'améliorer uniquement avec un traitement de support. Parfois, il faut donner des traitements particuliers, on va en parler. Et c'est une situation qui est souvent récurrente chez un même patient. Alors, est-ce que ça existe uniquement chez les patients atteints de drépanocytose, mais aussi au cours des thalassémies? Non, il y a des cas qui sont décrits avec des patients qui ont d'autres pathologies, mais en termes de fréquence, chez les patients atteints de drépanocytose, c'est beaucoup plus fréquent. Et donc, juste pour vous donner les datas d'hémovigilance de l'année dernière, il y a à peu près 30 000 patients atteints de drépanocytose en France, 5 000 ont été transfusés l'année dernière et il a été déclaré au système d'hémovigilance 45 cas d'hémolyse post-transfusionnelle dont la moitié ont dû être hospitalisés en réanimation avec 2 décès. Donc, cette hémolyse post-transfusionnelle, c'est la deuxième cause de décès post-transfusionnel après l'œdème aigu du poumon de surcharge. Alors, les facteurs de risque, ils sont connus suite à des tas d'études de cas rétrospectives, mais aussi prospectives. Donc, ce sont des patients qui sont transfusés ponctuellement, dans une situation souvent aiguë, qui présentent un antécédent d'alloimmunisation ou de RAI positive le jour de la transfusion, mais même si on tient compte des antécédents d'alloimmunisation, qui ont un antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle et qui ont été, en règle générale, peu transfusés dans l'historique. Et plus récemment, l'infection a été montrée comme un risque indépendant de développer une hémolyse post-transfusionnelle. Alors, le déclencheur, classiquement, comme je vous l'ai montré, le déclencheur, c'est la restimulation d'un anticorps évanescent méconnu dans l'historique. Donc, l'allo-immunisation anti-érythrocytaire a un poids important dans l'induction de cette réaction transfusionnelle. Mais malgré tout, dans 30% des cas, on ne retrouve pas d'anticorps détectables. Alors, juste un mot quand même sur l'allo-immunisation.
Donc, on a une incidence élevée au cours de la drépanocytose. Par exemple, dans la dernière étude, sur 6500 patients en Île-de-France, 27% ont une alloimmunisation. Donc, c'est beaucoup par rapport à la population générale. Et on est à 5% d'alloimmunisation. Et c'est essentiellement dû à deux causes. D'abord, bien sûr, les différences de groupe sanguin entre les receveurs qui sont d'ancestralité africaine, afro-antillais, et les donneurs qui, en règle générale, sont caucasiens en France. Quand les patients sont transfusés, dans plus de 50% des cas, ils reçoivent du sang de donneurs caucasiens. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des caractéristiques des groupes sanguins des personnes afro-antillaises. Mais si on prend juste les antigènes courants dont vous avez déjà entendu parler, eh bien, les caucasiens, ils sont positifs la plupart du temps pour le grand D, le JK, le JKB, le DIFIA, le DIFIB, grand S, petit s, alors que les patients sont plutôt négatifs pour ces antigènes, ce qui fait que si on respecte uniquement le RHKL, eh bien, ils peuvent produire plus facilement des anti-JKB, des anti-DUFIA et des anti-grand S. Ça, c'est la première chose. La seconde cause, eh bien, qui est connue depuis très longtemps, c'est l'inflammation. Dans les modèles murins, on sait depuis longtemps que faire un stimuli inflammatoire dans un modèle de transfusion murine, ça favorise, enfin, ça, en tout cas, ça augmente, c'est nécessaire, pardon, à l'alloimmunisation. Or, la drépanocytose, on le sait, est une maladie inflammatoire et donc il y a eu des études chez les patients, notamment la dernière qui est très représentative et qui montre que lorsque les patients sont donc transfusés dans un cadre inflammatoire, donc en situation aiguë, eh bien, il y a un plus fort risque pour eux de développer des allo-anticorps. Alors, quels anticorps sont détectés chez les patients avec hémolyse post-transfusionnelle? Donc là, on avait revu à peu près 99 cas de patients qui avaient développé des hémolyses. Et on les a regroupés en 4 groupes. Dans le premier groupe, on n'avait pas d'immunisation connue et ils ont sorti un anticorps. Le second groupe, ils avaient une immunisation connue. On en a bien sûr tenu compte et ils ont sorti un nouvel anticorps responsable, a priori, de l'hémolyse. Le groupe 3, énigmatique, je dirais, pas d'anticorps connu avant et n'ont sorti aucun anticorps, même en le suivant longtemps par la suite. Et le groupe 4, des anticorps connus, dont on a tenu compte, mais pas de nouvel anticorps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 62% des cas, quand on fait le bilan, on trouve des anticorps. Hein, donc, on est content, on se dit on a trouvé la cause. Pour autant, ces anticorps ne sont pas toujours des anticorps auxquels on s'attend et qui sont significativement dangereux dans le reste de la population. Mais c'est surtout que dans 37% des cas, eh bien, on n'a pas d'anticorps détectable ou de nouvel anticorps. Et dans cette étude-là aussi, ce qui a été montré, c'est que quel que soit le groupe, la sévérité n'est absolument pas corrélée aux résultats du bilan immunohématologique. Alors, quels sont les mécanismes de destruction des globules rouges, mais aussi les facteurs potentialisateurs dans ce syndrome? Alors, bon, évidemment, le complément, c'est vraiment le système majeur de destruction au cours de ce syndrome. Donc, puisque quand même, malgré tout, on a souvent des anticorps, c'est la voie classique qui est activée. Et quand on parle de voie... attends, non, je vais trop vite. Quand on parle de voie classique, eh bien, donc, on a soit, si on a une activation jusqu'au C3b, donc une destruction des complexes globules rouges recouverts d'anticorps par les macrophages au sein des tissus, donc j'ai mis extravasculaire, mais c'est intratissulaire. Et autrement, on peut avoir, en fonction des caractéristiques des anticorps, de la densité des antigènes, etc., donc une activation du complément jusqu'au complexe d'attaque membranaire avec une hémolyse intravasculaire qui est donc la plus dangereuse en termes de signes clinico-biologiques. Alors en fait, et puis bon, avec libération, bien sûr, de facteurs inflammatoires extrêmement actifs. Donc, en fait, chez les patients atteints de drépanocytose, le background clinico-biologique peut potentialiser finalement ces deux voies. En ce qui concerne la voie intratissulaire, eh bien, il a été montré, au travers, par exemple, de ces deux études, que l'EM favorise le recrutement des macrophages au niveau des tissus et donc favorise la destruction intratissulaire. Il n'y a pas que de la destruction intravasculaire. Hein. Et d'autre part, il a aussi été montré dans une autre étude que l'hémoglobine S circulante, qui est circulante de manière chronique hein, chez les patients atteints de drépanocytose, eh bien, induisait aussi par différentes voies hein, une activation des macrophages. Tout ça faisant que eh bien, le côté intratissulaire est potentialisé potentiellement, je dirais. Hein, voilà.
Ensuite, en ce qui concerne la destruction par la voie intravasculaire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une manière générale, il y a en permanence chez tout un chacun un état basal d'activation de la voie alterne. Et chez les patients atteints de drépanocytose, cette voie, et surtout au cours de l'hémolyse post-transfusionnelle, est peut-être nettement amplifié, notamment via l'EM, qui peut antagoniser des facteurs protecteurs contre l'activation de la voie alterne, par exemple, comme le facteur H. Et d'autre part, et l'EM aussi favorise d'une manière générale l'activation du complément par différents mécanismes qui sont repris dans ces études. Alors là, c'est juste un cas clinique qui montre l'implication de la voie alterne chez un patient qui a fait plusieurs épisodes d'hémolyse post-transfusionnelle et qui montre donc que la fraction grand B petit b qui est associée donc à la voie alterne était vraiment augmentée et qui est une preuve donc de l'implication de la voie alterne dans ces hémolyses post-transfusionnelles. Alors, il y a probablement d'autres mécanismes potentialisateurs de l'hémolyse. Et là, je vais vous donner un exemple. Donc, on avait réalisé un certain nombre d'études où on mettait en présence le plasma de patients atteints de drépanocytose, soit en steady state, soit en situation aiguë, avec des globules rouges de poche de sang compatibles, tels les globules rouges qui sont transfusés aux patients. Et ce que l'on observait, c'est que au bout de 48 heures, il s'agissait de plasma de patients aigus, on avait on observait une sénescence accélérée des globules rouges sur différents paramètres, notamment l'expression de la phosphatidylsérine, qui était vraiment importante. Donc, quelque chose dans le plasma des patients aigus fait que ces globules rouges-là sont altérés, et donc ça peut éventuellement potentialiser une destruction lorsqu'en plus ils sont recouverts d'anticorps via les mécanismes que l'on a vus avant. Et on s'est dit, c'est peut-être parce qu'ils sont inflammatoires, il y a quelque chose dans le plasma qui fait que. Et donc, du coup, on a refait les mêmes expériences avec des plasmas de patients sepsis non drépanocytaires. On n'a pas du tout obtenu le même résultat. Et donc, pour l'instant, on se pose la question de qu'est-ce qui fait cet effet au niveau du plasma. Alors, peut-être l'EM, justement, mais donc, c'est encore des explorations à réaliser. Un autre mécanisme qui peut être potentialisateur, c'est les caractéristiques des globules rouges autres que l'expression antigénique. Alors, comme vous le savez, donc le déficit en G6PD, c'est relativement fréquent dans les populations d'ancestralité africaine, et donc ça induit une hémolyse, et en tout cas une fragilité particulière à l'hémolyse des globules rouges. Il faut quand même savoir que 50% des patients reçoivent malgré tout du sang de donneurs originaires afro-antillais. Et il avait été montré dans une étude chez des patients transfusés chroniques que lorsqu'ils recevaient des globules rouges déficitaires en G6PD, il y avait une moins bonne circulation, recirculation, et finalement un moins bon rendement avec ce type de globules rouges. Donc nous, on s'est un petit peu intéressé à la question. Donc, et avec Stéphane, donc on a regardé on a regardé un peu le pourcentage de CGR issus de donneurs afro-antillais dans notre banque qui avaient un déficit en G6PD. On a quand même 13% de donneurs qui ont un déficit en G6PD. Maintenant, on n'a pas encore. Donc, on se dit que s'il y a une hémolyse, peut-être que cet état du donneur peut encore potentialiser la gravité de l'hémolyse, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait les corrélations entre ce que reçoivent les patients en termes de déficit en G6PD et l'hémolyse. Donc, c'est des éléments à faire. Un autre élément qui peut aussi intervenir, c'est les acides sialiques au niveau des antigènes de globules rouges. Ce sont des protecteurs contre la destruction des macrophages. Ces acides sialiques, ce sont des don't eat me signaux. Et si vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé d'un facteur indépendant que l'infection pouvait être, disons, associée aux hémolyses, hyperhémolyses post-transfusionnelles. Or, certains germes, par exemple comme le Clostridium perfringens ou bien le pneumocoque aussi, peuvent produire de la neuraminidase. Et que fait la neuraminidase? Elle coupe ces acides sialiques et donc diminue finalement la protection. Donc voilà, c'était juste pour évoquer d'autres facteurs potentiellement potentialisateurs, parce que la démonstration n'est pas réellement faite à ce jour, et voilà, il faudrait pouvoir la faire, bien sûr.
Alors maintenant, je vous ai dit que les propres globules rouges du patient étaient détruits. Pardon, les globules rouges transfusés sont détruits, donc c'est ça enfin, ce qui se passe en premier, si je puis dire. Mais malgré tout, on a aussi une destruction des propres globules rouges du patient. Alors nous, on appelle ça bystander hemolysis. En fait, les globules rouges autologues, c'est un peu un dommage collatéral d'un conflit qui, initialement, ne les concerne pas, hein, puisque c'est un conflit entre les globules rouges du donneur et des anticorps produits par le receveur. Donc, lorsque il y a destruction, ben, il y a le relargage de grosses quantités d'hémoglobine A et de M dans la circulation. Et donc, on en a parlé ce matin, les protections naturelles, évidemment, sont dépassées vis-à-vis de cette grosse masse qui est libérée dans la circulation. Et d'autre part, il y a aussi dans la circulation des fractions activées du complément. Et tout cela, et ensuite, donc, on observe cette fameuse destruction des globules rouges autologues. Alors, quelles sont, disons, les hypothèses qui permettent d'expliquer cette destruction des globules rouges autologues? Déjà, ce sont des globules rouges qui sont très sensibles au stress oxydatif. Et en cas d'hémolyse, il y a un stress oxydatif généré qui est extrêmement important. Mais d'autre part, eh bien, il a été montré notamment que sur les cellules denses, donc qui sont les plus fragiles de ces globules rouges drépanocytaires, il y a des diminutions d'expression de différents facteurs qui protègent contre l'activation du complément. Il a été aussi montré que les globules rouges drépanocytaires peuvent fixer de manière non spécifique les fractions terminales du complément et donc être hémolysés. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont en faveur enfin, qui peuvent expliquer cette fameuse hyperhémolyse. Alors, il y a aussi, donc je vous ai dit qu'on observait une réticulopénie la plupart du temps. Alors ça, ce n'est pas un cas qui a été mis en évidence au cours d'une hémolyse post-transfusionnelle, mais c'est un case report que je vous montre et qui explique une nécrose médulaire complément dépendante. Donc, on peut imaginer aussi que l'absence de production de réticulocytes dans ces cas-là, puisqu'il y a beaucoup de compléments qui circulent, pourrait aussi être due à ce phénomène de nécrose médulaire complément dépendante. Et enfin, dernier élément pour cet aspect bystander, quand un patient produit des anticorps, il produit aussi beaucoup d'auto-anticorps. Et ces auto-anticorps, ils sont aussi, bien sûr, peuvent être très toxiques pour les globules rouges transfusés, mais aussi pour les propres globules rouges du patient, puisque c'est des auto-anticorps. Voilà. Donc, alors, dans certains cas, évidemment, c'est super sévère et en très peu de temps, eh bien, le patient développe une insuffisance multi-organes, donc associée à une hémolyse donc, intravasculaire extrêmement sévère. Là, c'est le plasma d'un patient dans cet état. Mais enfin, Pablo vous parlera plus de ce qu'on retrouve dans les plasmas des patients en termes d'hème et d'hémoglobine libre. Mais pourquoi une sévérité d'organes? Eh bien, du fait du relargage de l'hémoglobine A, de l'hémoglobine S aussi et de l'hème, eh bien, mais aussi des petits bouts de membrane issus de l'hémolyse, pas des microvésicules, mais des petits bouts de membrane issus des destructions de globules rouges, eh bien, ça provoque les petits bouts de membrane en question, il n'y a pas la référence là, ça provoque donc un phénotype inflammatoire au niveau des cellules endothéliales. L'hémoglobine A, S et M sont aussi très toxiques pour ces cellules endothéliales qui sont déjà altérées, diminuent la biodisponibilité du héno, et de ce fait, c'est la récurrence des crises vaso-occlusives que l'on voit comme symptômes qui émergent lorsque ces patients développent ces hémolyses post-transfusionnelles, avec, donc, pour les cas les plus sévères, une insuffisance rénale qui est en règle l'organe le plus fragile et le premier atteint, et puis une insuffisance multi-organe qui peut aboutir au décès du patient. Alors voilà, j'ai un peu parlé de tous ces mécanismes-là en les tronçonnant comme ça. Certes, on a des réponses pour les facteurs de risque, pour le déclencheur, les voies de destruction, la potentialisation de la destruction, l'hémolyse post-transfusionnelle, la sévérité, mais pour autant, on ne comprend pas tout. Il y a encore beaucoup de choses à essayer de comprendre, et ce d'autant que quand on met en place des traitements ou même de la prévention qui tiennent compte de ces mécanismes, eh bien, pour autant, les patients continuent à développer des hémolyses post-transfusionnelles. Là, j'ai juste récapitulé dans cette slide ce que je vous ai un petit peu raconté. Alors, du coup, nous, comment prévenir l'hémolyse post-transfusionnelle avec ce que l'on sait? Finalement, on n'a pas grand-chose, en fait. Donc, chez les patients transfusés ponctuellement, donc les plus à risque, lorsqu'ils ont un historique, on les divise un peu comme ça, lorsqu'ils ont un historique d'alloimmunisation et puis lorsqu'ils ont un historique d'hémolyse post-transfusionnelle, ceux-là, c'est vraiment les plus à risque. Eh bien,
uniquement un historique d'allomélisation sans vraiment événement grave dans le passé, eh bien là, on va leur donner des CGR phénotypés résus-scale, mais on va étendre donc la compatibilité, même s'ils n'ont pas produit encore d'anticorps dans les autres groupes sanguins, à d'autres groupes sanguins qu'on sait immunogènes. En revanche, quand ils ont un antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle, là, c'est vraiment la situation, disons, où la plus à risque, je dirais. Le protocole transfusionnel est le même, et c'est dans ces situations où on va discuter l'introduction en préventif du rituximab. Mais vous voyez que ces protocoles, ça nécessite de connaître l'historique, et malheureusement, on ne connaît pas toujours l'historique du patient. Voilà. Alors, du coup, alors, et vous voyez aussi qu'on n'a pas grand-chose non plus en termes d'éléments biologiques qui nous permettent de savoir si un patient va développer ce type d'hémolyse. Donc, on est encore pas mal dépourvu. Bref, ensuite, le patient de l'hémolyse, des traitements des hémolyses post-transfusionnelles, bien sûr, le traitement de support, la stimulation de l'érythropoïèse, surtout pour ceux, bien sûr, qui ont une réticulopénie. Et puis après, on va essayer de donner des traitements qui sont associés au mécanisme de destruction. Alors, il y a une destruction intratissulaire, hein, ça c'est sûr. Alors, la place des IVIG, donc certains ne veulent pas trop. Il faut faire attention si le patient n'a pas une insuffisance rénale, si on n'augmente pas la viscosité, etc. Donc, c'est les cliniciens qui discutent ça. Eh bien, aussi, pour l'instant, l'inhibition du complément. Alors, pour l'instant, c'est quand même la molécule donc immunosuppressive qu'on utilise le plus fréquemment dans le traitement. Et donc, on en a parlé juste avant, les inhibiteurs proximaux, quelle est leur place, sachant qu'on a quand même une hémolyse tissulaire et une hémolyse non tissulaire hein, dans cet accident. L'élimination des toxiques, la plasmaphérèse, oui, mais à condition d'avoir un hématocrite suffisant, autrement on ne peut pas le faire. Les anti-inflammatoires, alors, les corticoïdes, donc, il y a deux écoles, hein, les pédiatres et les adultes, enfin, les médecins d'adultes. Les pédiatres l'utilisent vraiment de manière importante chez les patients, et les adultes sont beaucoup, beaucoup plus frileux. Enfin, les médecins d'adultes sont beaucoup plus frileux pour l'utilisation des corticoïdes. Alors, il y a le tocilizumab dans certains case reports qui semblait actif, en tout cas dans des cas d'hémolyse post-transfusionnelle. Si on retransfuse le patient, il faut toujours le retransfuser. Bon, il faut faire attention de ne pas le retransfuser trop vite, ça peut être grave, mais en tout cas sous couvert associé à une autre thérapeutique immunosuppressive. Et donc, je vous ai mis tout cela, mais la plupart, les possibilités. Mais quand vous voyez les case reports, on donne un peu toutes les molécules, et c'est très difficile de savoir au final ce qui va être actif ou pas actif. Donc, on est encore un petit peu je dirais, dans l'expectative. Et si on regarde les recos de l'H de 2020, eh bien, on est, pour nous, pour l'HAS, sur des recommandations d'experts, en fait. On n'a pas d'études, il n'y a pas de base scientifique pour l'ensemble de tous ces traitements, etc., que l'on met en place pour ces patients. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires là, depuis 3 ans pour discuter. Donc, il y a des médecins de la drépanocytose, il y a des biologistes de la transfusion. Et donc, lorsqu'il y a une indication de transfusion pour un patient dont on sait qu'il va être à risque, on le rediscute. Bon, si on peut ne pas le transfuser, c'est évidemment le mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Autrement, il ne s'adresse pas à la RCP. Et là, on discute du phénotype donc des produits qu'on va apporter. C'est souvent la même chose, du phéno étendu. Et puis, la place ou non du rituximab, mais aussi, surtout, on donne des recommandations pour qu'il y ait un suivi très, très proche, un close monitoring du patient pour détecter très vite si jamais, malgré tout, ce qu'on peut faire, il développe quand même une hémolyse post-transfusionnelle et l'adresser dans un service spécialisé pour le prendre en charge si l'hémolyse est sévère. Voilà. Donc, pour conclure, l'hémolyse post-transfusionnelle au cours de la drépanocytose, c'est un accident qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Ce syndrome n'est pas toujours reconnu car il présente des caractéristiques spécifiques. Il est de mieux en mieux parce qu'on a quand même une déclaration de 45 cas l'année dernière et on était à 1 ou 2 cas, je ne sais pas, il y a 7-8 ans. Donc, c'est quand même des efforts de reconnaissance. L'alloïnisation antirétrocytaire est le principal déclencheur, mais il existe près de 30% de formes sans anticorps détectables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a, mais en dessous du seuil de détection. Donc, il faut se donner les moyens de les trouver. Et puis, quoi d'autre si vraiment il n'y en a pas. L'activation du complément est le mécanisme majeur.
Et c'est vraiment potentialisé par le statut clinico-biologique des patients. Et les traitements sont adaptés aux mécanismes connus, mais alors là, c'est là où on pense qu'ils doivent être développés en parallèle au développement des nouveaux traitements des maladies anticorps et compléments dépendantes, dont on a eu des exemples aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Francine. Mais j'ai une question. On ne parle plus d'immunité cellulaire. Je suis un petit peu étonnée, en fait, dans ce phénomène-là. Pourquoi il n'y aurait pas une part d'immunité cellulaire et pas seulement médiée par les anticorps il n'y a jamais eu un essai, parce qu'on avait l'impression avant le rituximab et tout ça, que l'Iburel avait un certain effet, si tu veux, dans Ça, la prévention. c'est de l'immunosuppression, comme d'autres alors, l'immunosuppression vis-à-vis des anticorps. Hein. L'Imurel, il y a eu quelques cas, notamment chez toi, hein, de patients qui faisaient des auto-anticorps qui étaient très actifs. Et avec l'Imurel, eh bien, on voyait leur titre diminuer. Et donc, voilà. Mais si, on en parle encore, hein, bien sûr. Mais bon, ça ne fait pas partie. Il n'y a pas eu d'essai prospectif. Ah non, alors les essais prospectifs, c'est ce qui manque, mais c'est quand même un événement, même si ça semble fréquent chez les patients drépanocytaires, c'est quand même un événement rare. Et puis, on n'a pas envie d'avoir un bras où on fait rien et un bras où on fait. Enfin, ne rien faire face à une hyperhémolyse, je ne sais pas si. Non, c'est sûr, ouais, mais pour ceux qui n'ont pas d'anticorps, voilà, je ne sais pas, de tester l'Immurel. Ouais. Oui, bah c'est des questions qui sont en effet Ouais. posées, Mais il n'y a rien de nouveau. Enfin, dans ce non, il n'y a domaine-là, rien de nouveau. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est l'aspect cytotoxique. En revanche, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié au cours de ces hémolyses, c'est l'implication des NK et des cytotoxiques, en fait. Hein. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup aussi de les étudier, pour ça, oui, surtout dans les situations où il n'y a pas d'anticorps détectables. Oui. Et nous, dans un cas, je ne sais plus quand, il y a longtemps, on avait regardé comme ça du phénotypage lymphocytaire, on avait vu des NK au plafond au cours de l'hémolyse post-transfusionnelle. Mais bon. Voilà. Il faut que des gens prennent les études en main et les fassent. Alors, j'ai deux questions. Quand on transfuse quelqu'un, les globules rouges transfusés restent un certain nombre de temps dans la circulation. Pendant combien de temps on met des inhibiteurs du complément pour protéger Alors, en fait, au cours de l'hémolyse post-transfusionnelle, on voit, ça dépend des cas, mais en fait, les globules rouges transfusés, ils peuvent être détruits en une semaine. Donc, au bout d'une semaine, il n'en reste pas. En règle, l'éculizumab, on en fait on le donne 2 fois une semaine d'intervalle. Voilà. Alors, et la deuxième question, c'est une suite de la présentation précédente. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire des cytométries en flux pour essayer de voir des globules rouges avec des fractions du complément collées dessus pour essayer de détecter une fragilité ou le début de ce genre de alors phénomène? ça, c'est prévu avec Aline et le groupe de Mondor, que justement, ils mettent en place des tests beaucoup plus sensibles pour essayer de voir s'il n'y a quand même pas quelque chose sur ces globules. Mais ceci étant, ces globules, ils sont un peu détruits au fur et à mesure, et peut-être que ceux qui restent, on ne va rien trouver dessus. Hein. Mais ça, voilà, donc en effet, c'est prévu, tout à fait. Excusez-moi, c'est par rapport aux GSPD, les donneurs GSPD qui sont déficitaires en GSPD. Oui. Parce que apparemment, ça potentialise l'hémolyse. En tout cas, ça potentialise, enfin, en tout cas, c'est associé dans les études qui ont été réalisées à un moins bon rendement post-transfusionnel. Et l'hypothèse, moi, que je posais là, c'est lorsqu'il y a une hémolyse déclenchée par un anticorps, si en plus on a des globules rouges qui sont porteurs de déficit en G6PD, est-ce que ça surpotentialise pas donc l'hémolyse? C'était la question. Est-ce qu'on doit exclure c'est un critère d'exclusion pour les donneurs? Non, c'est pas un critère. D'ailleurs, on ne le teste pas chez les donneurs. Hein. D'accord. Ni comme le trait drépanocytaire, etc. On ne teste pas tout ça chez les donneurs. Hein. Okay, c'est des hypothèses de recherche, si je puis dire. Voilà.